Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, d'avoir trouvé le temps effectivement d'échanger ensemble après votre parcours ministériel. L'idée, c'est de revenir un petit peu avec vous sur les enjeux. Bon, on a présenté rapidement effectivement quelques idées, mais le contexte de la transition énergétique en France aujourd'hui, c'est le point de départ des actions que vous avez entrepris en tant que ministre et parlementaire. Est-ce que vous pouvez un peu le repartager un petit peu ? Oui, tout d'abord, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça fait très plaisir de pouvoir poursuivre les échanges dans un contexte qu'on le sait assez incertain, mais ça démontre la possibilité de continuer de travailler sur les projets, de trouver des solutions et de participer à tout cela. Donc la question du futur de nos villes, moi je l'ai abordée d'abord en tant que parlementaire, notamment quand j'ai fait un travail sur la sobriété énergétique qui intégrait les questions de gouvernance et de gouvernance locale. J'ai ensuite effectivement eu la chance de mener le ministère de l'énergie, où il a été nécessaire de repousser toute la politique énergétique de la France, notamment sur la question de la production, en s'appuyant sur le nucléaire, les énergies renouvelables. Et je sais que les acteurs locaux sont très impliqués sur les énergies renouvelables, mais aussi sur l'implantation de grosses infrastructures. Et puis la question de la sobriété et de l'efficacité, c'est très très important. Alors vous le savez, on a une grande volonté de décarboner en France, de décarboner notre production, notamment d'énergie. On importe encore 60% de notre énergie fossile et qui est consommée contre 40% qui est produite en France et qui est décarbonée. Il faut qu'on puisse faire un switch, passer de 60% produite et donc consommée sur le sol français pour réduire la part du fossile aujourd'hui dans nos consommations. Nous avons fait une politique de l'offre, c'est-à-dire qu'on produit et comme ça on aura de l'énergie abondante et puis à bas coût et évidemment propre. Ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est que malheureusement on ne la consomme pas suffisamment. Ce qui est un problème. Alors c'est bien pour l'export et voilà, mais ce serait quand même intéressant qu'on arrête d'importer du fossile et puis qu'on consomme notre énergie propre. Et cela, ça demande un soutien aux politiques publiques pour pouvoir basculer notamment et dans l'industrie sur de la consommation électrique, mais aussi dans les transports. Le transport est le poste le plus important qui n'a pas encore fait sa transition, et je pourrais vous en reparler tout à l'heure puisque j'ai participé à la convention de financement des mobilités auprès du ministre des Transports. Nous avons aussi tout ce qui est partie logement, ça vous en avez beaucoup entendu parler, et la rénovation, il faut poursuivre les efforts en ce sens, et les économies d'énergie que nous faisons. Vous voyez dans quelle position j'étais moi en tant que ministre d'énergie. Je disais il faut consommer notre énergie propre, et de l'autre côté on disait mais il faut surtout faire de la sobriété et dire la sobriété c'est en premier lieu sur les énergies fossiles. Donc là, je crois qu'il faut vraiment remettre en avant le fait de pousser tout cela. De passer sur notre énergie propre, ça fait baisser les coûts, et évidemment, pour les élus locaux, c'est important. Merci beaucoup. Fort de ce constat, quelles sont selon vous les priorités d'action, notamment, et c'est ce qui nous réunit ce matin, à l'échelle locale, comment les territoires, élus locaux, agents et l'ensemble des décideurs publics doivent appréhender la transition énergétique, et quels sont les leviers à leur disposition? On a vu que c'est de plus en plus compliqué. Alors je dirais que le premier point, c'est de prendre des décisions. Il n'y a rien de pire que de ne pas prendre de décisions. Nous avons un projet, on est en attente, c'est l'instabilité, on ne sait pas si on va s'engager, et en fait le temps perdu, c'est un risque, et c'est un risque financier. Donc prendre des décisions, ça veut dire d'avoir des projets qui sont bien ficelés et qui sont montés en partenariat avec notamment les privés. Vous en avez parlé. C'est très important d'aller chercher ces partenariats. Il y a beaucoup de dispositifs qui le font. Il ne faut pas être dépendant que des financements publics, parce que là, vous l'avez vu, parfois ils sont incertains. Parfois, on a également des dépassements qui sont difficiles à couvrir. Donc ces partenariats publics-privés, ils doivent être mis en avant. Nous sommes dans une ère où on va reconstruire la ville sur la ville. Donc il faut repenser sa ville pour justement aller vers plus d'efficacité et de sobriété. Il y en a qui ont plutôt une tendance à faire la ville du quart d'heure pour favoriser la marche à pied notamment, ou évidemment l'utilisation du vélo.
Et puis, quand on fait ces partenariats avec le public privé, il y a des dispositifs. Je ne sais pas si vous connaissez les PUP, les projets urbains de partenariat, qui permettent de pouvoir ensuite faire financer par le privé l'augmentation, par exemple, du nombre de places en crèche ou dans les écoles. Voilà, par rapport à la taxe d'aménagement, c'est plus intéressant puisque ça permet de quantifier en fait quels seront les coûts induits de l'implantation et de l'aménagement, soit d'une infrastructure ou de logement. Donc c'est important de connaître tout cela. Je sais que ça demande de l'ingénierie au sein des communes, et quand on est aussi des petites communes, on n'a pas forcément cet accès. Il ne faut pas hésiter à se tourner vers les services de l'État et d'autres agences qui peuvent accompagner sur ce genre de choses. Et le deuxième point qu'il faut faire très très attention, me semble-t-il, vous avez peut-être remarqué que la partie assurantielle est un point dur qui peut coûter cher, puisque aujourd'hui les risques sont importants, notamment sur le changement climatique. Travaillez bien en amont ces sujets-là. Il y a le financement, mais la partie assurance peut également coûter cher ou rapporter s'il est bien monté. Un des piliers de l'action gouvernementale, c'est la réindustrialisation, bien sûr, pour répondre aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux et cohésion territoriale. Quelle mesure est compatible, selon vous? Comment, effectivement, tenir les objectifs, effectivement, climatiques dans ces contextes et ces enjeux de réindustrialisation? Alors, le fait de poursuivre l'aménagement de sa ville, elle est importante. Il y a plein de petites choses qui permettent notamment de faire du refroidissement, parce que le réchauffement, on le sent bien, ça a un impact sur les infrastructures, ça les détériore beaucoup plus rapidement, et de faire des entretiens en amont, mais ça aide. Moi, je l'ai vu sur mes travaux sur le ferroviaire, la régénération et la modernisation de toute notre infrastructure ferroviaire. Eh bien, c'est aussi de l'argent qui est sauvé ensuite lorsque nous avons de l'entretien. Donc d'avoir vraiment une approche d'économie d'énergie, mais de temps long. Voilà, ça peut peut-être coûter un petit peu plus cher, mais si on va sur de la qualité, ça se ressent d'abord pour le public. Ils sont toujours très contents d'avoir des infrastructures très belles, mais aussi de dire ce qu'on a pu faire, notamment en autoconsommation. C'est un point qui touche les gens. Et d'ailleurs, on a pu voir que les aides à l'installation des panneaux photovoltaïques sont à la baisse, mais parce qu'en fait, on est rentré dans un système d'économie économique qui est viable et qui vraiment a un intérêt pour d'installation. Donc vraiment de se projeter. Le problème, c'est le stop and go, notamment pour les entreprises du bâtiment. Elles souffrent beaucoup en ce moment. Il n'y a plus de commandes sur du logement neuf, alors que nous avons besoin de logements. Il y a des besoins de rénovation nous connaissons, et malheureusement, ça ne suit pas derrière. Il faut être auprès des bailleurs sociaux pour les pousser et continuer dans le bon sens. Je crois que pour moi, dans la période au niveau national qui est plutôt incertaine, de savoir que dans les territoires, ça continue de travailler, de livrer les projets. Alors, on a de la chance, on a une approche d'échéance électorale et c'est le moment où on en profite pour faire les inaugurations. Mais on risque, en entrant dans une période de campagne, puis de relance de nouvelles équipes, de lever le pied sur les projets. Et ça pose problème, notamment pour l'économie locale et tout le BTP. Ouais, le côté stop and go, compliqué à gérer. On parlait tout à l'heure effectivement de résilience urbaine dans des contextes de réchauffement climatique. Comment gérer ça? Quelles sont les pistes pour anticiper de plus en plus de canicules, de plus en plus d'événements climatiques? Alors toute la question de gestion de nos ressources, c'est important. On parlait d'énergie, mais il y a la ressource en eau aussi. Lorsqu'on fait des aménagements, d'aller vers les solutions les plus innovantes possibles. Dans la limite évidemment qu'elle soit abordable, mais innovante, pour créer du rafraîchissement, pour créer de l'envie de moins utiliser sa voiture aussi, de la laisser à la maison. On sait bien que dans un certain nombre de territoires, la voiture est complètement indispensable, mais il faut qu'elle soit dédiée à des activités qui sont bien plus loin. Et à chaque fois qu'on repense la ville, c'est de savoir comment on intègre le service public au plus proche des habitants. Le fait de faire de la densification permet de justifier l'implantation soit d'un arrêt de tram ou d'avoir aussi des infrastructures d'accueil de la petite enfance en pied
d'immeubles. Et donc tout cela permet d'avoir d'abord une vie dans la ville. Je crois que c'est très important. Et l'animation de la vie dans la ville, eh bien, c'est la capacité d'accéder au plus proche de soi à ces services publics. Merci beaucoup. En conclusion, on est à quelques mois des échéances municipales. Quel conseil vous auriez à donner à tout candidat, à sa réélection ou à son élection, pour intégrer du coup tous ces enjeux climatiques et énergétiques qu'on a vus ensemble? Alors à chaque fois qu'on arrive sur une échéance électorale, j'en ai vu passer quelques-unes, et notamment dans mon territoire du Pays de Gex, dans l'Ain, où il y a quand même une croissance démographique à presque 3% par an, donc ce qui demande d'anticiper tout ce qui est construction de bâtiments et aménagement des services publics. Eh bien, on a une tendance à dire oui, on veut pas bétoniser. Ça, c'est les habitants qui sont déjà installés. Sauf que, eh bien, il y a des besoins d'apporter du logement. On a en plus la loi ZAN qui effectivement contraint tout cela et vraiment par rapport à cette loi ZAN, ne pas se sentir bridé de vouloir faire un projet, mais vraiment de venir avec le projet et ensuite de parler avec les interlocuteurs que sont l'État et les différentes agences pour trouver la solution pour faire cette implantation. Mais de prendre en compte que ces besoins de toujours construire et les faire comprendre à la population aussi. Je crois que de dire je vais pas bétoniser et en fait de se retrouver à devoir signer des contrats pour des nouveaux projets, c'est jamais bon vis-à-vis de la population. Je pense qu'il faut mieux être en transparence sur les besoins. Et en général, quand on rentre dans ces discussions-là sur les besoins, bah oui, faire un bâtiment, ça veut dire y mettre dedans soit une école, soit un bâtiment culturel pour accueillir les jeunes notamment. Et ça, ce sont des infrastructures qui sont nécessaires à la vie de la population et je crois qu'ils arrivent à le comprendre. Merci beaucoup d'être venu avec nous ce matin. Merci encore. Merci beaucoup, merci.